Bonjour mesdames et messieurs et merci pour m'inviter de vous présenter sur la surdicécité aujourd'hui. Je m'appelle Walter Wittich et je suis professeur à l'école d'optométrie de l'Université de Montréal à Québec au Canada. J'aimerais commencer ma présentation aujourd'hui avec une déclaration euh, relativement standard chez nous. Je voudrais commencer par reconnaître que Montréal est situé sur les terres autochtones non cédées. La nation Kanien'kehá:ka est reconnue comme les gardiennes des terres et des eaux dont je vous parle d'aujourd'hui. Tiohtià:ke, communément appelé Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour nombreuses Premières Nations. Et aujourd'hui, elle abrite une population diversifiée des peuples autochtones et autres. Je tiens à exprimer mon respect pour les liens contenus avec le passé, le présent et l'avenir dans nos relations avec le peuple autochtone et autres au sein de la communauté montréalaise. Et ici, sur le diapo, je vous donne un lien pour Whose Land. C'est des cartes qui indiquent le placement des sections des Premières Nations dans l'Amérique du Nord. Qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui? C'est de vous parler un peu de la surdicécité, mais pour introduire l'idée, je vais parler un peu de la terminologie, des définitions, surtout les définitions dans le contexte de modalités de communication, et on va parler aussi un peu de la prévalence, juste pour vous donner une introduction générale à l'idée de la surdicécité. Au niveau de terminologie, on a beaucoup d'informations disponibles. Les gens parlent d'une perte combinée de la vision et de l'audition. Un terme utilisé souvent maintenant aussi, c'est la double déficience sensorielle. La surdicécité acquise, les sourds aveugles ou quelque chose que peut-être pas utilisé beaucoup maintenant, c'est les sourds muets. Mais en général, on trouve maintenant que le terme surdicécité, c'est un terme générique utilisé dans le contexte de livraison de services cliniques, surtout en réadaptation, pour inclure des personnes avec n'importe quel niveau de sévérité, n'importe quel diagnostic. On l'utilise comme un terme de parapluie, si vous voulez, mais souvent en recherche, le terme qui est utilisé le plus souvent, c'est la double déficience sensorielle. Et moi, comme chercheur, c'est probablement la phrase que j'utilise le plus dans mon contexte de mes recherches. Pour aujourd'hui, de trouver un point commun pour le départ dans le monde de surdicécité, j'aimerais commencer avec mentionner 3 documents quand même importants. C'est des rapports qui ont été fournis ou développés par la Fédération mondiale des personnes sourds-aveugles, en anglais The World Federation for the Deafblind, le WFDB. Et j'ai inclus ici aussi leur site web parce que c'est une ressource extraordinaire au niveau des informations. Les 3 rapports principaux que je trouve sont importants à connaître, c'est le premier rapport publié en 2018, risque d'exclusion de la mise en œuvre de la CDPH et des ODD. Ça, on parle des personnes ayant une surdicécité. C'est un rapport initial mondial sur la situation et les droits des personnes ayant une surdicécité. C'est un point important pour rassembler le savoir, surtout qui est aussi accessible pour les personnes qui vivent avec une surdicécité. Le 2e et 3e rapport, ils sont sortis en 2023. En mars, c'était le rapport qui s'occupe un peu plus sur la personne des enfants et les adultes versus le rapport en décembre qui s'occupe principalement des personnes âgées.
pour votre accès, les premières deux rapports existent déjà en français. Ils sont disponibles en anglais aussi et je pense aussi en espagnol, sauf le dernier rapport présentement existe seulement en anglais et en espagnol, sauf, je pense, les formats accessibles qui existent en format Word sont facilement traduits si vous avez accès à une traduction d'intelligence artificielle. Dans le contexte de l'histoire de la terminologie et des définitions, j'aimerais mentionner certains aspects importants pour comprendre un peu plus le contexte des définitions et des termes. La majorité de la littérature qui existe sur cette idée, évidemment, c'est publié en anglais, mais certaines parties s'appliquent aussi en français. Par exemple, en anglais, mettre un tiret entre le mot deaf et blind ou de créer un mot deaf-blind, c'est un peu comme en français les sourds aveugles versus le mot surdicécité, d'avoir une terminologie unique qui définit cette population. Et là, on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment une façon de regarder cette terminologie dans une façon simple parce que parfois, l'utilisation des termes, l'utilisation des mots est aussi un peu reliée à l'identité des gens. Par exemple, quelqu'un qui se définit deaf-blind, un mot, mais le D et le B sont majuscules, sont, si vous voulez, sourds et aveugles avec un S et un A majuscule. C'est souvent les gens qui se considèrent partie de la culture sourd-aveugle, comparable un peu à la communauté sourde avec un grand S qui utilise la langue des signes. C'est aussi souvent les gens qui ne se considèrent pas au besoin d'un service de santé parce que pour eux, c'est une question de définition de leur culture de communication. Ça s'applique un peu partout aussi dans le contexte de surdicécité. Dans mon labo, on a fait un peu de travail sur l'utilisation des terminologies en général. Et une partie que j'aimerais mentionner, surtout dans la communication avec la population qui sont des gens avec surdicécité, c'est deux options de structurer la langue. Une, c'est la langue où la personne est l'intérêt principal. Maintenant, on parle d'une personne qui vit avec une surdicécité ou, à l'envers, une personne qui met leur identité au début. Ça, c'est des termes comme les sourds-aveugles. Ici, maintenant, c'est l'identité liée à leur déficience sensorielle qui est prime. Ça explique un peu pourquoi on a des différentes façons de parler de cette population. Et parfois, on a juste besoin de demander quelle est votre façon préférée pour clarifier comment les gens aiment utiliser la terminologie autour de leurs besoins et de leur identité. Une grande majorité de mon travail présentement dans le contexte de surdicécité est lié à la classification internationale du fonctionnement du handicap et la santé. Si c'est un contexte nouveau pour vous, on parle d'un modèle qui peut encadrer la conversation autour de la santé. C'est un modèle biopsychosocial, ça veut dire on veut inclure plusieurs aspects de variables de santé au même temps. Dans le contexte de la surdicécité, on regarde un problème de santé, dans notre cas, la surdicécité, et maintenant on peut encadrer et regarder les fonctions organiques et les structures organiques, aussi leur capacité de faciliter les activités, la participation, surtout dans le contexte social, et comment les facteurs environnementaux et les facteurs personnels sont liés à influencer cette façon de regarder l'activité, la participation et la fonction en général.
Maintenant, la question posée, c'est comment un trouble ou une maladie comme la surdicécité va être réfléchi dans ce modèle-là. Par exemple, je peux regarder une variable comme la technologie d'assistance, une variable de l'environnement, et comment ça peut faciliter la communication, un aspect de la participation sociale. Ça vous donne une idée de comment encadrer n'importe quel aspect de la fonctionnalité, mais dans le contexte de CIF. Dans mes efforts de travailler sur les définitions et aussi de la terminologie, on a plusieurs aspects maintenant qui sont importants et intéressants à considérer. Par exemple, si je regarde des critères d'éligibilité au service pour les personnes sourds-aveugles, on peut rapprocher ça au travers d'un modèle médical. Ça, c'est plus un modèle traditionnel. On parle de l'acuité visuelle, on parle d'un résultat d'un audiogramme, par exemple, et ça s'est relié directement et spécifiquement aux structures anatomiques et fonctions organiques. On parle vraiment de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'œil, au niveau de l'oreille, peut-être au niveau du cerveau. Un deuxième aspect, et ça c'est plus l'aspect social, c'est l'effet fonctionnel de la surdicécité et l'incapacité du handicap. Maintenant, je regarde les niveaux des activités et la participation et quels sont les effets des changements au niveau anatomique, physiologique, vers l'aspect social, psychosocial. Et finalement, j'ai aussi cette approche autodéclarée et fondée sur l'identité de la personne pour vraiment respecter les facteurs personnels, leur identité, leur façon de se définir. Ça vous donne maintenant une meilleure idée comment un modèle biopsychosocial peut intégrer et nous servir comme un point de départ pour une définition de la surdicécité en général. On a quelque chose qui s'appelle la définition nordique de la surdicécité. Ça existe à peu près 10 ans. C'était développé dans les pays nordiques de l'Europe. On peut passer du temps de discuter si c'est vraiment applicable à tous les pays, toutes les régions de la planète, mais les pays nordiques ont défini la surdicécité comme une déficience combinée de la vision et de l'audition, d'une gravité telle qu'elle est difficile pour les sans déficit de se compenser l'un à l'autre. La surdicécité est donc un handicap distinct. Ça, c'est important, un point très important parce que la surdicécité est quand même différent que juste quelqu'un avec une déficience visuelle plus une déficience auditive parce que la présence des deux en même temps va créer des difficultés uniques parce qu'un sens n'est plus capable pour compenser de l'autre côté. Quelque chose à mentionner dans le contexte international, c'est le site web de Deafblind International et aussi le site web de la Fédération mondiale. Les deux utilisent une partie ou l'entièreté de cette définition nordique comme leur point de départ de comment ils vont définir la surdicécité. Quelque chose à considérer parce que c'est quand même des organisations qui communiquent autour de la planète par rapport à la surdicécité. On a récemment un nouvel développement. Je vous présente une traduction de la définition fonctionnelle néerlandaise de la surdicécité parce que l'équipe ici a décidé d'ajouter d'autres domaines, d'autres sous-divisions. La première, c'est la déficience auditive et visuelle congénitale. Évidemment, on regarde maintenant seulement des personnes qui sont nées avec un problème et ça se présente avant l'acquisition du langage. Point clé, évidemment, parce que c'est des défis de communication, de développement cognitif, de l'interaction avec leur environnement qui est complètement différent d'autres que comparé à autres groupes.
La deuxième groupe est définie les déficiences auditives et visuelles acquises. Maintenant encore, on parle d'un type de surdicécité qui se développe relativement tôt, sauf c'est après l'acquisition de langage et ça va changer les besoins de communication et les adaptations nécessaires. La troisième groupe, un groupe très pertinent en Europe et Amérique du Nord et l'Australie par exemple, c'est des déficiences auditives et visuelles liées à l'âge qui sont par définition des trucs, des maladies, des conditions qui sont reliées au vieillissement et qui se développent normalement après l'âge de 50 ou 65 ans, ça dépend un peu de contexte. Ça, c'est une autre façon de sous-diviser la population en surdicécité, mais je veux passer un peu plus de temps dans cette réflexion de comment définir et comment sous-diviser la population parce qu'on a quand même beaucoup d'hétérogénéité et de variabilité dans cette population. La prochaine définition que j'ai trouvée, c'est quelque chose qui était utilisé en Ontario, ici au Canada, où la définition est basée sur la modalité de communication. On a ici 3 sous-divisions. Les personnes qui sont nées sourdes, ils sont nés malentendants ou ils sont nés avec une audition normale. Ça veut dire, la première groupe, c'est des gens qui sont nés sourds. Il peut se sous-diviser maintenant en personnes aveugles de naissance, malvoyantes avec une vision utile dans l'enfance ou une vision normale ou presque normale dans l'enfance où la déficience visuelle se développe un peu plus tard. Ça explique maintenant, ils sont groupés ensemble parce que leur façon de communiquer, évidemment, va être basée sur une langue visuelle comme la langue des signes ou une langue tactile. La deuxième groupe, nés malentendants, maintenant, c'est un peu mélangé parce qu'on a la même sous-division s'ils sont aveugles de naissance plus tard ou un peu plus pendant l'enfance, on a des changements de vision aussi, parce que ici maintenant c'est possible que les gens vont apprendre la langue orale, mais on a un peu de variabilité. La troisième groupe, c'est les gens avec une audition normale. Encore, on peut être aveugle de naissance, malvoyante, ou on a un problème qui se développe plus tard dans la vie. Mais maintenant, c'est très probable que c'est des personnes qui ont développé une langue orale qui peut communiquer normalement oralement, sauf leur sa communication s'ajuste avec le temps et avec l'âge. Une autre façon de regarder cette définition de surdicécité est aussi reliée à l'idée de la modalité de communication. Par exemple, on peut regarder si l'individu avec la surdicécité se trouve entièrement dans une façon de communication visuelle, par exemple comme la langue du signe, ou si la personne est entièrement auditive, ça veut dire on peut communiquer oralement, utiliser la langue parlée dans le contexte de la communication réceptive. Ça veut dire, est-ce que la personne va comprendre seulement une langue visuelle? Est-ce qu'ils vont comprendre une langue orale vers leur système auditif ou ils se trouvent un peu sur cet spectrum de quelque part, c'est peut-être une combinaison des deux. Ils se trouvent quelque part ici, au niveau de la communication réceptive. Maintenant, de leur façon de comprendre comment les gens communiquent avec eux. En comparaison, la communication expressive regarde maintenant la façon de s'exprimer. Est-ce que c'est quelqu'un qui va s'exprimer entièrement avec une langue signée? Est-ce que la personne est capable d'utiliser une communication entièrement orale? Il nous parle
ils utilisent les deux, quelle est leur façon principale de s'exprimer. Et une troisième façon de considérer cette variabilité de communication, c'est dans le contexte de la communication tactile. Parce que maintenant, c'est aussi possible que la personne va communiquer expressif et réceptif dans la même façon d'utiliser une langue tactile dans la main, par exemple. Ou est-ce qu'ils vont utiliser un oral ou auditif pour s'exprimer et communiquer avec le reste du monde. So maintenant, on n'a pas vraiment des catégories, c'est toujours les gens peuvent co-utiliser plusieurs de façons de communication expressive et réceptive et ça se déroule tout en même temps, mais on peut juger un peu où on peut placer les personnes sourdes aveugles dans ce contexte. J'aimerais mentionner quelques détails sur mon contexte ici à Montréal. Peut-être ça peut vous aider un peu aussi de comprendre le contexte que j'ai ici. La réadaptation sensorielle chez nous se déroule dans le cadre de soins médicaux provinciaux. Ils sont offerts à tout le monde sans frais, sauf seulement pour les gens qui sont éligibles pour ce type de service. On va parler tantôt un peu des catégories d'éligibilité. Et on a grande variabilité au travers du Canada car la santé, c'est vraiment une compétence qui est réglée au niveau de la province et n'est pas réglée par le gouvernement fédéral. So, on a des situations très différentes d'une province à l'autre. Pour être considéré éligible au service de la déficience visuelle au Québec, on regarde spécifiquement l'acuité visuelle comme une des caractéristiques. On regarde l'acuité visuelle dans le meilleur œil avec une correction optique standard de moins de 4 dioptres de 20 sur 70 ou 6 sur 21 si vous voulez, ou on peut aller avec un seuil de 20 sur 60 ou 6 sur 18 pour les personnes avec un problème dégénératif où on sait déjà que ça va se développer dans une façon négative avec le temps. Par exemple, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est un des types de diagnostic. Une autre caractéristique, c'est le champ visuel. On peut regarder si le champ visuel a une région contenue de moins que 60 degrés horizontale ou verticale, qui compris la fixation. Et finalement, pour les gens avec un AVC, par exemple, un accident vasculaire, la hémianopsie complète ou partielle, où on a une moitié du champ visuel qui est perdu. Si quelqu'un tombe au moins d'une de ces catégories, ils vont avoir accès à tous les services de réadaptation pour la déficience visuelle. En comparaison, pour la déficience auditive, ça fonctionne un peu différemment. Ici, maintenant, on utilise le seuil de détection qui est mesuré par l'audiogramme. Normalement, on parle de 4 fréquences audiométriques qui sont mesurées à 500, 1000, 2000 et 4000 Hz. Et on regarde le seuil dans le meilleur oreille, sans aide auditive, sans technologie d'assistance. So, on calcule en moyenne pour les 4 mesures. Si cette moyenne est de décibels de 35, la personne est normalement éligible, sauf on a quelques exceptions. Si on a un enfant de moins de 12 ans où on a une menace vers le développement de la langue, immédiatement, on a des services qui sont disponibles. Pour les jeunes, on regarde le contexte si leur participation en éducation, par exemple, est menacée et on va réduire cette seuil à 25 décibels. Similaire pour le contexte de l'emploi pour les adultes. On essaie de supporter leur capacité d'étudier ou de travailler. Mais on a une dernière catégorie que je trouve très intéressante et un peu plus innovateur. Si la personne peut présenter une limitation fonctionnelle dans leur vraie vie, on peut
à donner un service pour aider avec une façon de régler ce type de limite. So, on a un peu d'ouverture si quelqu'un se trouve vraiment dans une situation où c'est difficile de gérer quelque chose à cause de leur déficience auditive. Maintenant, si je combine les deux catégories, les catégories pour la déficience auditive sur l'axe X, Y, ici, et la définition des catégories de axe Y pour la vision, on peut créer certaines boîtes où les gens vont devenir éligibles pour les services et les aides, les dispositifs pour la surdicécité s'ils tombent dans une catégorie combinée, si vous voulez. Si on a une déficience auditive et une déficience visuelle relativement sévère dans les deux, ils sont automatiquement éligibles, sauf si on a juste une déficience dans un sens ou l'autre, ils ne tombent pas dans la catégorie de surdicécité. On a un peu d'une zone grise, si vous voulez, entre les deux autour de ce type d'éligibilité relié au service, parce que les catégories que je vous donne ici, c'est l'accès gratuit aux aides techniques, mais parfois les gens sont aussi capables d'accéder à certains services, travailleur social par exemple, si on a des problèmes d'ajustement au niveau de santé psychologique, où les gens sont aussi éligibles pour avoir un certain accès. Mais cette division, je trouve un peu problématique de catégoriser, et souvent je parle de quelque chose, de l'espace de double déficience sensorielle, juste d'avoir une idée que la vie ne fonctionne pas en catégorie, la vie c'est toujours un peu un spectrum, un changement gradué d'un côté à l'autre. Pour les personnes avec une vie sensorielle en bonne santé versus les gens qui sont vraiment sourds, aveugles, on a beaucoup de transitions entre les deux et beaucoup de possibilités. Dans mon image ici, je utilise les mesures de l'acuité et de l'audiogramme, sauf c'est aussi bien possible que de juste utiliser n'importe quelle mesure de la fonction auditive et visuelle. Ça peut être déterminé par la personne eux-mêmes de déclarer leur déficience et leurs difficultés. La Fédération mondiale des sourds aveugles, similaire, ils ont créé une façon de visualiser la surdicécité dans certaines catégories comme voyante, basse vision, aveugle, sauf là, on n'a pas vraiment, en réalité, les gens vivent quelque part au travers de cette catégorie et peut-être parfois ils bougent d'une catégorie à l'autre avec le temps. C'est difficile de juste mettre les gens dans une boîte. On a eu plusieurs essais de présenter et visualiser comment on peut catégoriser les gens au niveau de leur déficience auditive et leur déficience visuelle et comment les combiner. Parfois, ce type de visuel c'est plus facile à créer si on a des catégories, parce que pour les catégories, on peut créer une belle boîte. Mais en réalité, comme j'ai déjà mentionné, je pense que la vie est un peu plus flexible et pas toujours bien organisée dans les petites boîtes. Une autre variable à considérer, c'est le contexte de la population. Ici, un exemple d'une définition dans le contexte des enfants en surdicécité, et c'est clair que les définitions vont s'attraper sur les aspects de la fonctionnalité qui sont pertinents à cette population. Et pour les enfants, on parle de développement, acquisition du langage, le développement cognitif, leur façon d'interagir avec leur environnement et d'apprendre, aller à l'école, par exemple. Les définitions en surdicécité pour les enfants souvent sont concentrées sur les trucs qui sont pertinents pour l'enfant et pour les parents aussi pour se concentrer sur leur façon d'interagir avec leurs enfants.
Si je change contexte, je regarde le vieillissement et la surdicacité. La majorité du travail qui existe présentement, c'est sur les personnes qui développent leur déficience visuelle et auditive après l'âge de 65 ans. Sauf, on a plusieurs autres options qui ne sont pas toujours considérées. C'est bien possible qu'on a les personnes où la surdicacité est apparue plus tôt dans leur vie. Maintenant, ils commencent à vieillir, mais ils sont quand même sourds-aveugles de naissance. Leurs besoins sont pas mal différents comparés à une population des personnes âgées où la surdicacité se développe dans les dernières 5 ou 10 ans de leur vie. Aussi, on a des personnes qui sont peut-être culturellement sourds. Ils vont développer une maladie à l'œil avec l'âge, très différent qu'une personne aveugle de naissance qui développe une déficience auditive avec l'âge. So, on a beaucoup de variabilité dedans, mais ils ne sont pas toujours considérés également et des services qui sont disponibles sont nécessairement ajustés pour accommoder ce type de complexité et ce type de variabilité. J'aimerais parler un peu plus sur les dimensions de la surdicacité. Je parlais tantôt un peu de modèle biopsychosocial et dans un modèle médical, le modèle traditionnel si vous voulez, on parle souvent des critères d'éligibilité. Sur l'acuité visuelle, le diamètre d'un champ visuel, mais on a aussi d'autres trucs comme les moyennes de son pur, la sensibilité au contraste, la compréhension de la parole dans le bruit. On a plusieurs façons de quantifier cette difficulté visuelle et auditive. Une autre façon, une autre dimension dans le modèle psychosocial, c'est la dimension fonctionnelle. Et maintenant, je regarde les difficultés qui sont observables. Je mets la personne dans leur contexte. Est-ce que la personne est capable de préparer sa bouffe? Est-ce qu'ils sont capables de se déplacer? Est-ce qu'ils sont capables d'aller à l'école ou de communiquer avec leur famille? Ça, maintenant, ce n'est pas nécessairement relié à leur acuité, mais plus vers les variables accommodées ou les variables facilitateurs ou des barrières environnementaux. Et la troisième dimension, c'est l'aspect de l'auto-évaluation et la personne et leur définition de leur identité. Et c'est très intéressant de regarder cet aspect-là parce que c'est souvent un peu ignoré. Les personnes avec une surdicacité eux-mêmes y arrivent avec une identité, avec une idée de qu'est-ce que c'est leur besoin, leur définition de qui je suis. On a une chercheuse, Alana Roy, en Australie, qui a publié quelque chose de très intéressant sur l'identité, spécifiquement où les personnes sourds-aveugles s'expriment être sourds-aveugles et qui nous sommes, pas ce que nous sommes. Et je pense subtil, mais quand même important, que les gens ne veulent pas être réduits à cette attribution. La personne sourd-aveugle est définie par être sourd-aveugle, mais c'est juste un aspect de leur identité. Ça a donné le point de départ pour
Si je regarde les trois dimensions, la dimension médicale, la dimension fonctionnelle et aussi la dimension personnelle, maintenant, je peux regarder quelles sont l'information ou la définition médicale. On regarde l'éligibilité, par exemple, pour les services. Cette personne n'a pas de perception de lumière, la personne est fonctionnellement aveugle, a une moyenne de la tonalité pure de 60 décibels sur les 4 fréquences. Ça, maintenant, je sais qu'est-ce qui se passe au niveau des critères. Si je regarde qu'est-ce qui se passe fonctionnellement, la personne utilise un lecteur de braille compétent dans l'utilisation. L'environnement où la personne habite est familial et professionnel. C'est bien adapté. Cette personne fonctionne bien, est compétente en matière de communication. Les difficultés auditives sont bien gérées grâce à 2 appareils auditifs. Bon, parfait. Finalement, la personne se considère aveugle et malentendant. Et ça, c'est fascinant parce que cette personne n'a pas une identité sur-aveugle. Cette personne décide, moi, je suis aveugle et je suis malentendant. So, maintenant, le but en travail, c'est d'avoir une façon d'exprimer ce type de triangle, ce type de 3 dimensions. C'est là où on est présentement. Je n'ai pas d'autres détails présentement pour vous, mais ça peut vous lancer un peu aussi votre réflexion si c'est utile dans votre contexte. J'essaie d'insérer cette réflexion de pourquoi on a besoin d'une définition globale. Plusieurs pays n'ont aucune définition sur la surdicécité. Nous, on essaie dans cette collaboration globale de développer quelque chose qui peut fournir un point de départ. On a plusieurs autres définitions qui existent déjà, sauf ils sont souvent très spécifiques dans un contexte bien spécifique et on veut peut-être offrir une perspective plus large parce que la surdicécité n'est pas juste un petit point sur une échelle. Et on essaie aussi de offrir quelque chose qui est peut-être un standard d'art où on peut présenter une approche optimale et les gens peuvent travailler vers quelque chose qui est peut-être pas réaliste, pas du tout, mais peut-être disponible comme un but ultérieur pour travailler vers cette idée. Dans votre contexte, évidemment, les besoins sont peut-être un peu différents de comparé à ce qui se passe au Canada. Qu'est-ce que j'ai ici sur mon diapo? C'est la distribution de la population de Niger à gauche et cet triangle de distribution de population au Canada. La grande différence, c'est vraiment la distribution de fréquences par âge. On a beaucoup plus de personnes au niveau des proportions de l'âge 0 à 20 ans chez Niger que au Canada. Au Canada, c'est clair qu'on a beaucoup plus de personnes âgées et ça influence aussi la prévalence de la surdicécité, les causes de la surdicécité et comment les services sont organisés. J'ai essayé un peu plus d'avoir d'informations sur la prévalence de la surdicécité ailleurs. On a un article qui vient d'être publié bientôt par Custers et son équipe. Et cette équipe a répliqué quelque chose qui était présenté par la Fédération mondiale qui propose qu'on a une prévalence de la surdicécité entre 0,2 et 2% de la population. Qu'est-ce qui se passe dans le calcul de Custers? C'est ici, ils ont rassemblé toutes les données qui existent autour du planète pour faire une estimation de la prévalence de surdicécité au travers plusieurs groupes d'âge. Et évidemment, pour les personnes plus jeunes, cette prévalence est relativement bas, autour de 0,2%. Ça augmente à peu près 2% pour les personnes après l'âge de
70, avec des chiffres plus larges après l'âge de 80, par exemple. Et j'ai aussi cherché un peu plus. La prévalence, évidemment, augmente avec l'âge, ça c'est clair. Personnes discutent et disputent. La plupart des personnes atteintes de surdicité restent quand même des personnes âgées. Et cette tendance est très différente dans toutes les régions. J'ai cherché est très stable, ça veut dire cette tendance est relativement pareille à n'importe quelle région du planète on regarde. J'ai trouvé dans cet article aussi un peu d'informations sur l'Afrique, sauf on a eu juste accès à 3 pays, Ghana, l'Afrique du Sud et Tanzanie. J'espère qu'on a peut-être accès chez vous à autres chiffres qui sont un peu plus pertinents dans votre contexte. Si je regarde maintenant dans la littérature, on a quand même d'autres populations qui sont beaucoup plus affectées par la surdicacité. En Europe, si je regarde en général les personnes âgées de 50 et plus, on parle à peu près de 6% de la population. Maintenant, si je regarde plus proche au sous-groupe des gens qui sont dans un centre de jour pour les adultes, ça c'est des gens, personnes âgées qui passent une partie de leur journée avec des activités pour les personnes âgées, on parle d'à peu près 20%. Ça augmente à 26, jusqu'à 33% chez les personnes en soins à longue durée. Il y a un tiers, 30% chez les patients avec une fracture de la hanche, souvent parce que la déficience visuelle est liée au problème avec des chutes. Et les chutes sont aussi reliées avec des problèmes de balance chez les personnes avec une déficience auditive. Et finalement, dans les pays où on a des centenaires, 37-38% des centenaires vivent avec une déficience auditive et visuelle combinée. Pour explorer un peu plus le profil des personnes qui vivent avec la surdicacité, j'aimerais explorer une opportunité unique qu'on a suivie ici à Montréal il y a quelques années, parce qu'à Montréal, on a 3 centres de réadaptation qui sont impliqués dans le processus de rendre service pour les personnes avec la surdicacité. Ces 3 centres, le centre MAB Mackay, l'Institut Nazareth Louis Braille et l'Institut Drummond de War, sont spécialisés dans la déficience sensorielle et leur réadaptation. Et dans la région de Montréal, ça veut dire on a presque accès à toutes les personnes qui vivent avec la surdicacité dans le contexte de leur offre de services. Le but était de créer un profil de la population sourd-aveugle à Montréal. Et pour ce but, on a fait une révision électronique et de tous les dossiers papier et électroniques disponibles dans ces 3 centres, dans le programme déficience multiple, surtout ça c'est avec les personnes avec une surdicacité congénitale ou qui se développe très tôt, spécifiquement dans la communauté francophone, le programme déficience sensorielle double qui est pour les personnes adultes et le programme surdicacité qui est un programme partagé. Ça veut dire qu'on a 3 programmes où on a tous les clients anglophones et francophones qui sont disponibles à Montréal. Dans ce contexte de revue, on a trouvé 614 dossiers. On a exclu à peu près 50 parce que leur lieu de maison était plus loin que 75 km de Montréal. C'est des gens qui vont juste pour des services bien spécifiques. Et on a inclus 564 dossiers dans l'analyse. La majorité, 2 tiers à peu près, c'est des femmes. L'étendue de l'âge était de 4 mois à 105 ans. Et avec le recensement à Montréal de 2010, dans l'année où on a fait cette revue, ça nous donne une prévalence à peu près de 15 sur 100 000 au niveau de la population.
Quand on maintenant regarde la distribution des âges et des sexes, ici à la droite, c'est la fréquence des personnes, des femmes, à gauche des hommes, et la grandeur de chaque partie ici, c'est la fréquence de combien d'individus on a trouvé dans nos dossiers. La première chose qui sort, c'est la grande majorité des dossiers, c'est des personnes après l'âge de 70 ans. Aussi, la majorité en général, c'est des femmes. C'est un peu relié à une espérance de vie plus longue chez les femmes. Mais aussi, une autre chose qui était intéressante, c'est dans les plus jeunes, on a normalement plus des hommes que les femmes ou plus des gars que des filles. Et ça, c'est relié à certains syndromes qui sont reliés au chromosome X. Et à cause de ça, les maladies s'expriment plus chez les filles, chez les gars que les filles. On a intégré nos données dans une série des études qu'on a fait au Canada dans les dernières 20-25 ans. Et on peut observer clairement que la proportion des clients de l'âge de 65 et plus a vraiment augmenté avec le temps, spécifiquement dans le contexte de Montréal. Mais c'est aussi un peu un résultat de changement de comment les services sont rendus. Ça, ce n'est pas juste qu'une question de vieillissement. Un aspect que j'ai trouvé intéressant de la sévérité de la déficience double, ici, j'ai fait cette fameuse image de l'espace de surdicécité. Vous pouvez voir si la déficience auditive augmente vers la droite, la déficience visuelle augmente vers le haut. Et on a relativement peu, très peu des individus qui sont vraiment sourds-aveugles basés sur leurs acuités visuelles et leur audiogramme. On a aussi quelques individus qui sont inclus quand même. Néanmoins, leur acuité visuelle est considérée normale. Ça veut dire que c'est des personnes avec une déficience périphérique, c'est des gens avec le syndrome Usher. Leur acuité visuelle est quand même acceptable, sauf on a une réduction de champ visuel. Et le troisième groupe intéressant ici, c'est des personnes âgées, parce que leur déficience sensorielle n'est ni complet avec la vision, ni complet avec l'audition. Ils sont partiellement réduites dans les deux sens. Et c'est aussi des bonnes nouvelles parce qu'on a beaucoup de capacités résiduelles pour faire la réadaptation. On peut faire le même diagramme avec le champ visuel. So maintenant, la proportion des gens qui sont vraiment sourds-aveugles est plus large parce que maintenant, on regarde des personnes avec le syndrome Usher avec un champ visuel très réduit. Ils sont plus partie de cette définition plus sévère. Et encore, on regarde les personnes âgées qui se trouvent un peu au milieu avec une vision partielle, une audition partielle. Je peux maintenant aussi regarder juste dans le contexte de vieillissement, la majorité des clients se trouvent après l'âge de 60-70 ans, mais au niveau de leur sévérité de déficience visuelle, ils sont un peu groupés autour de notre limite de qu'est-ce qu'on considère légalement aveugle, autour de 20 sur 200 ou 6 sur 60. Similaire, si je regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de réduction de champ visuel, la majorité, c'est des champs visuels OK. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ne sont pas nécessairement aveugles. Et similaire avec la déficience auditive, s'ils se trouvent en haut de cette ligne ici, ils sont considérés profondément affectés par une déficience auditive, sauf la majorité des personnes âgées, leur audition résiduelle n'est pas trop pire. On a aussi eu accès à l'information des catégories diagnostiques et je trouve ça très intéressant parce qu'à Montréal, par exemple, 20% à peu près, c'est des personnes avec une maladie Usher, une maladie génétique. Cette proportion est peut-être plus large qu'ailleurs
C'est le résultat d'un effet fondateur des immigrants francophones à l'époque. Cette gène a fait le tour à l'intérieur de la communauté francophone à cause de leur isolation linguistique. Un autre aspect que j'ai trouvé très intéressant, c'est à peu près un tiers de la population sourd-aveugle à Montréal est juste affectée par deux maladies, la dégénérescence maculaire et la presbyacousie. C'est des maladies liées à l'âge, avec une autre partie des personnes avec une déficience reliée à l'âge, c'est à peu près la moitié. Mais ça veut dire, on fait comme mini-résumé ici que les personnes avec la surdicécité, dans mon contexte, surtout, on a besoin de réadaptation relativement unique. Et c'est rarement aussi la vision et l'audition seulement. Chez les enfants, on a besoin de considérer le développement cognitif. Chez les personnes âgées, on a besoin de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de démence. Parfois, la surdicécité est aussi reliée comme un facteur de risque pour le développement de la démence. Mais la bonne nouvelle, la réadaptation est possible et j'espère qu'on peut continuer ce type de communication pour explorer d'autres aspects de la réadaptation chez les personnes en surdicécité. Ça, c'est mes informations pour aujourd'hui. J'aimerais vous donner un grand merci pour passer du temps avec moi. J'aimerais dire merci au fonds qui supporte mes travaux ici à Montréal. Et juste pour vous donner une petite mini-idée, on travaille présentement sur le développement des ressources au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Un peu plus d'informations disponibles sur le web. Un autre document que j'ai mis ensemble pour vous, c'est certaines lectures suggérées. C'est toutes des lectures qui sont basées sur des revues de pairs. Et je vais envoyer une version en PDF aussi pour vous d'avoir accès à toutes les informations aujourd'hui. Merci pour votre attention et je vous souhaite une belle journée. Merci.